Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui en compagnie de Christophe Roquilly, doyen de la recherche et du corps professoral à l'EDEC, co-responsable du master Law and Tax Management et professeur à l'EDEC. Également en compagnie de Justine Menu, directrice marketing chez Juris et de Lorraine Astruc, élève avocate à l'école des avocats de Marseille et aussi juriste stagiaire chez Juris. Quant à moi, je suis Marie Verriel, étudiante en double cursus droit des affaires et management au sein de la filière Business Law and Management, co-dirigée par Christophe Roquilly et Nathalie Logier, et je suis également juriste stagiaire chez Juris. Christophe Roquilly est aussi directeur de l'EDEC Augmented Law Institute, centre de recherche en droit, anciennement Legal EDEC, qui a développé en 2020 un référentiel de 150 compétences utiles pour être recruté et progresser sur le marché du droit. Donc, ça tourne autour de 4 types de compétences: soft skills, digital skills, business skills and legal skills. Donc, en français, des compétences comportementales, numériques, entrepreneuriales et juridiques. Donc, ce référentiel intitulé A3L pour Advanced Law, Lawyering and Legal Transformation a été créé en partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise, ainsi qu'avec 100 leaders du droit comme Christiane Ferral-Schul, présidente du CNB, Servane Forest, directrice juridique de Le Bon Coin, ou encore Florence Olivier, avocat chez KPMG. Donc aujourd'hui, l'EDEC Augmented Law Institute va encore plus loin, puisque bientôt sera disponible sur la première plateforme de gestion des talents droit plusieurs référentiels. Donc un référentiel 2.0 OpenWiki et un référentiel Skills sur mesure. Est aussi prévue la création d'un consortium recherche et développement, ainsi que la création de nouvelles doubles filières au sein de l'EDEC Business School. Du coup, pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur Roquilly, nous expliquer en quoi va consister toutes ces nouveautés, et notamment ce que sera le référentiel 2.0 OpenWiki, ainsi que le référentiel Skills sur mesure, et pourquoi pas nous expliquer également en quoi va consister le consortium R&D qui est prévu. D'accord. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre invitation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer en essayant d'être le plus synthétique possible par ce qu'est l'EDEC Augmented Law Institute. Donc, pour faire simple, donc nous à l'EDEC, on est présent dans le domaine du droit depuis des années et des années, puisqu'on a créé en 92-93 une majeure qui s'appelait la majeure d'ingénierie juridique et fiscale. On a créé au début des années 2000, 2006, 2007 le centre de recherche Legal EDEC. Et donc, au fil du temps, nous avons développé des activités, donc à la fois de formation, avec le LLM, Law and Tax Management, que vous avez évoqué, et avec la filière Business Law and Management en partenariat avec la fac de droit de l'Université catholique de Lille, qui a été lancée en septembre 2013. Des activités de recherche, donc depuis maintenant plus de 15 ans, bientôt, et donc récemment une activité dédiée au Legal Talent Management. Ce qu'on a décidé il y a maintenant quelques mois, dans le cadre du nouveau plan stratégique que l'EDEC commence là en 2020, donc c'est un nouveau plan stratégique qui concerne l'ensemble de l'école 2020-2025, puisqu'on travaille sur des plans stratégiques à 5 ans, c'est en fait de vraiment d'aligner nos différentes activités, que ce soit les activités de formation avec le LLM et la filière BLM, les activités de recherche et ces nouvelles activités sur le Legal Talent Management, de les regrouper sous une même ombrelle, de les aligner dans le cadre de cet institut, donc l'EDEC Augmented Law Institute. Donc cet institut, en réalité, il va avoir trois lignes d'activité. Une ligne d'activité formation, les formations que j'ai évoquées, puis d'autres sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir, aussi bien en formation première qu'en formation continue. Des activités de recherche et donc des activités liées au Legal Talent Management. Alors, sur cet axe Legal Talent Management, justement, nous, on est parti du constat suivant, peut-être pour d'ailleurs définir un peu ce qu'on entend par juriste augmenté, ou si on le dit en anglais, par augmented lawyer. On s'est dit, finalement, ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, en discutant avec les acteurs de ce marché, ce qu'on appelle l'industrie du droit, les cabinets d'avocats, les directions juridiques, les directions fiscales,
d'autres professions du droit, en France et à l'étranger, c'est que pour être un bon juriste, pour être un bon avocat, être un bon expert du droit ne suffit plus. Alors, ça reste indispensable, évidemment, il faut être bon dans son domaine de pratique, juridique, quel qu'il soit, mais ça ne suffit plus. Et les clients, que ce soit les clients externes, les clients pour des avocats, ou, si je puis dire, les clients internes, l'entreprise pour une direction juridique, en fait, ont besoin que leurs équipes, ont besoin que leurs conseils, ont besoin que leurs juristes internes, que leurs avocats aient d'autres types de compétences dans un monde qui est de plus en plus complexe, globalisé. Bon, ça, je vais pas en parler plus que ça, tout le monde le sait, qui présente des risques assez divers. D'ailleurs, on le voit malheureusement actuellement avec le contexte de pandémie de la Covid-19. Donc, ces juristes, ils ont besoin d'avoir d'autres types de compétences que les compétences juridiques. Donc, encore, on est parti du constat suivant, c'est que un juriste, de par sa formation, c'est quelqu'un qui a une intelligence singulière, qui est l'intelligence du juriste, de l'expert du droit. Intelligence, en général, c'est une intelligence individuelle. C'est-à-dire que, alors à mon époque, donc c'est pas récent, mais encore après, je pense encore aujourd'hui, même si c'est un petit peu moins vrai, on est formé en tant que juriste à développer une intelligence qui est avant tout une intelligence basée sur une expertise individuelle et relativement peu une expertise collective. Cette intelligence individuelle, donc basée sur la compétence juridique ou les compétences juridiques, eh bien finalement, elle doit être augmentée par d'autres types de compétences et vous l'avez dit, Marie, des compétences qui sont des compétences entrepreneuriales. Donc, comprendre ce qu'est le business, arriver à comprendre ce qu'est l'activité d'un client, là encore externe ou interne, comprendre ce qu'est un business model, comprendre ce qu'est un plan stratégique, etc. Deuxième type de compétences à développer dans cette logique d'augmentation, ce sont les compétences numériques ou les compétences digitales. Et c'est vrai que l'autre constat qu'on a fait, c'est que depuis maintenant quelques années, on parle beaucoup des compétences digitales, on parle de la transformation digitale des professions du droit. Il y a l'arrivée sur le marché des legal tech, outre-Atlantique, maintenant en Europe, en particulier en France. C'est un marché qui est en pleine croissance et qui est très actif. Il y a beaucoup d'acteurs. Bon, le marché n'est peut-être pas encore totalement structuré, en tout cas en France. Mais on reste persuadé que malgré, enfin pas malgré, mais quel que soit l'intérêt que présentent les solutions numériques, et elles sont de plus en plus intéressantes et importantes pour les professions du droit, l'industrie du droit, les métiers du droit restent avant tout des métiers de talent. Et donc, le numérique, les solutions digitales, les solutions numériques, qu'elles soient proposées, apportées par des legal tech ou pas, elles s'inscrivent dans une logique d'augmentation, mais là encore, ce qui est augmenté, c'est le talent. Et si le talent n'est pas là, vous avez beau avoir toutes les solutions numériques du monde, c'est pas ça qui va vous permettre d'être performant et de créer de la valeur. Et puis, troisième type de compétences, donc là encore dans cette logique d'augmentation, ce sont les compétences comportementales, ce qu'on appelle généralement les soft skills. Voilà. Donc, d'où on travaille donc sur cette dimension d'augmentation du droit, d'augmentation des juristes, d'augmentation de la pratique ou des pratiques du droit, dans une logique de legal talent management, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il faut gérer les talents dans l'industrie du droit. La gestion des talents, d'ailleurs, dans les métiers du droit, c'est pas nécessairement ce sur quoi historiquement les professions du droit ont été les meilleures. Donc, en d'autres termes, comment attirer les meilleurs potentiels par rapport à une culture d'entreprise, une culture de cabinet, un type d'activité, des objectifs, une stratégie, des valeurs, etc. Comment les développer, comment les accompagner, comment les faire évoluer, comment les faire changer de métier éventuellement si c'est nécessaire et si c'est souhaité par le juriste. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long pour fixer ces premières bases. Non, pas du tout. C'est plutôt clair, moi, je trouve. Oui, et moi, je vais donc, vous poser la question. Comment vous comptez diffuser ces référentiels?
de compétences et les faire adopter auprès des recruteurs dans le monde du droit? Alors, c'est une bonne question. Donc, pour reprendre un peu l'historique de ça, donc nous, on a construit un référentiel de 150 compétences. Alors, je vais y revenir après, mais ce référentiel qu'on qualifie aujourd'hui, qu'on souhaite être un référentiel marché, il n'a pas vocation à être figé dans le marbre parce que par définition, les compétences qui sont souhaitées, attendues, elles évoluent à travers le temps. Et les compétences qui étaient indispensables il y a quelques années le sont peut-être plus ou moins aujourd'hui. Il y a peut-être des compétences qui sont aujourd'hui prioritaires et qui seront moins demain. Et puis des compétences qui ne sont pas attendues pour l'instant et qui seront attendues, voire exigées dans l'avenir. Donc, comme nous n'avons pas la science infuse ni la prétention de considérer qu'on sait, nous, quelles sont les compétences qui peuvent être jugées prioritaires par le marché. Donc, quand je dis compétences, là encore, on est dans une logique d'augmentation. Donc, on a mis de côté les compétences juridiques. Alors, on s'est vraiment concentré sur les business skills, donc les compétences entrepreneuriales ou business, les compétences comportementales et les compétences numériques. Et donc, dans le cadre d'un partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise, la FJE, on a réalisé une enquête auprès de 100 leaders du droit, donc des associés de cabinets d'avocats, des directrices, des directeurs juridiques, des acteurs d'autres professions du droit, notariat, huissiers, recruteurs, professeurs de droit. Et puis, on leur a demandé, donc c'était un petit peu d'ailleurs fastidieux pour ces leaders du droit parce que il fallait prendre toutes les compétences les unes après les autres, donc les 150 compétences, et on leur demandait systématiquement, est-ce que vous considérez que cette compétence elle est prioritaire ou pas pour être recruté? Est-ce que vous considérez que cette compétence elle est prioritaire ou pas pour performer, progresser dans son métier? Donc, on pourrait dire que la première question, on est un peu dans une logique de recrutement, attente des compétences par rapport à des profils juniors. Et puis, deuxième question, on est plus dans une logique de développement professionnel, évolution vers des fonctions de management juridique ou de direction juridique ou des postes, par exemple, d'associés en cabinet. Donc, ces 100 leaders ont répondu. On a évidemment traité les résultats. Et puis, on en a tiré un certain nombre de conclusions, donc un top 5, un top 10, un top 10, un top 30, des compétences prioritaires pour être recruté, des compétences prioritaires pour performer et progresser. Donc, ça, je pourrais vous en reparler au niveau des résultats si ça vous intéresse. Donc, ça a été la première étape. Deuxième étape, on a signé un contrat de partenariat avec Séraphin Légal, hein, qui est une legal tech qui est bien connue en France. Et donc, Séraphin a développé pour nous une plateforme. D'ailleurs, on est là sur la dernière ligne droite au niveau des tests de cette plateforme, donc qui sera ouverte au public, testée et ouverte au public dans les semaines qui viennent. Et donc, sur cette plateforme, on va pouvoir faire plusieurs choses. La première chose, c'est au niveau du référentiel marché, à partir d'un comité d'experts que nous sommes en train de mettre en place, c'est qu'on va le mettre à jour, je pense, une fois par an. Donc, ce qui pourra se passer, c'est que des nouvelles compétences seront proposées. Certaines compétences seront proposées à la sortie, donc pour qu'elles sortent du référentiel de marché. Le comité d'experts se prononcera et on mettra donc à jour le référentiel marché. Tout ça se faisant en ligne sur la plateforme. Deuxième fonctionnalité, c'est qu'on va créer des référentiels panels. C'est-à-dire qu'on demandera à des panels, par exemple, ce ne sont que des exemples, les cabinets du Magic Circle, les directions juridiques dans le secteur du luxe, dans le secteur du divertissement, dans le secteur de tel ou tel secteur industriel. Donc, on leur demandera, eux, de voter, donc de créer le référentiel de référence d'un panel correspondant à un profil de cabinet de direction juridique, etc. Donc, tout ça se faisant, là encore, en 100% en ligne sur la plateforme. Et puis, la troisième fonctionnalité, c'est de permettre à des directions juridiques, à des cabinets, à des études notariales, donc tout type de profession du droit, de créer leur référentiel maison, de créer leur référentiel équipe, d'accord,
pour ensuite l'utiliser en interne avec leurs équipes, soit à partir du référentiel marché, soit à partir des référentiels panel, soit ex nihilo, donc sans prendre en considération, sans s'appuyer sur le référentiel marché ou les référentiels panel. Et donc là encore, tout se fera en ligne. Par exemple, une directrice juridique, un directeur juridique, un associé en cabinet d'avocat pourra en ligne avec son équipe piloter la construction du référentiel équipe et ensuite le développer et accompagner ses équipes avec ce référentiel. Voilà. Et sur la base de... Donc pour nous, le référentiel de compétences et cette plateforme de référentiel de compétences, c'est vraiment le socle d'autres services que nous sommes en train de développer. On a en particulier signé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Julie, qui est ce qu'on appelle une RH tech, hein, donc qui est une tech dans le domaine des ressources humaines, qui permet, et donc dans le cas présent avec nous, appliqué à l'industrie du droit, aux professions du droit, de faire du 360, c'est-à-dire de reporter, pour être concret, imaginez que je sois membre d'une équipe dans une direction juridique, avec la fonctionnalité GBI, et pourquoi pas, sur la base du référentiel de compétences, je peux remonter de manière anonyme mes commentaires, mes demandes, mes remarques à mon manager. Donc ça permet de faire de la gestion de feedback d'équipe, d'accord, en mode anonyme, ce qui favorise l'expression si les membres de l'équipe ne souhaitent pas s'exprimer ouvertement sur tel ou tel sujet. Et puis, on est en train de discuter d'autres partenariats avec d'autres acteurs, puisque pour nous, en fait, j'espère là encore pour faire simple, le Legal Talent Management, c'est à la fois donc la gestion des talents, ça c'est référentiel de compétences et l'accompagnement des compétences, c'est le recrutement, c'est l'assessment, donc l'évaluation, que ce soit de l'auto-évaluation, du 360, de l'évaluation par ses pairs, hein, donc par ses collègues ou par d'autres acteurs du marché, mais exerçant le même métier, la même profession. C'est de la certification. Et puis, c'est, désolé pour l'anglicisme, c'est ce qu'on appelle du career skilling, c'est-à-dire comment développer ses compétences dans une logique d'évolution de carrière, soit en restant dans le même métier, mais en prenant des responsabilités de management, voire de direction, soit en changement de métier. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un juriste ou un recruteur pourra s'approprier concrètement le référentiel répertoriant les 150 compétences? Alors, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc, là, on travaille déjà en partenariat avec les vieux. J'ai eu aussi beaucoup d'échanges avec des patrons ou des directrices ou des directeurs d'écoles d'avocats, donc le FB, l'ICSAD, l'école de Versailles, pour qu'ils puissent s'approprier ce référentiel et l'utiliser avec les élèves avocats. Dès que la plateforme va être opérationnelle et ouverte, on va revenir vers nos partenaires historiques, nos contacts, pour leur demander de s'approprier la plateforme, de la tester, et puis évidemment de nous faire leur retour pour qu'on puisse l'améliorer. Donc il y aura très vraisemblablement, là on va être sur une V1, il y aura des V2, des V3, etc. Et donc le but c'est vraiment que cette plateforme soit utilisée et utile à l'ensemble des professions, et que les uns et les autres puissent, comme vous l'avez dit, se l'approprier, contribuer à l'améliorer, la faire évoluer et qu'elle devienne, on l'espère, incontournable, sachant que elle a aussi vocation à être internationale, puisque dès lors que nous sommes sur des compétences qui ne sont pas des compétences juridiques, donc des hard skills, mais la plateforme, elle peut aussi être utilisée par exemple par une direction juridique pour y ajouter les compétences juridiques qui sont considérées comme indispensables, prioritaires au sein de la direction juridique et piloter son équipe avec ça. Mais nous, on n'a pas fait, si vous voulez, le référentiel marché, comme je le dis tout à l'heure, comme on a travaillé vraiment sur l'augmentation et pas sur les compétences juridiques, cette partie-là n'est pas remplie. Donc,
c'est une boîte, si je puis dire, qui pourra être remplie par la suite par les utilisateurs de la plateforme. Donc, le but, c'est vraiment que cette plateforme, je vous le disais, soit appropriée. Et, oui, c'est ça que je voulais dire. Comme on est dans une logique sur nos travaux d'augmentation des compétences du juriste, un juriste au sens large, c'est quelque chose qui est assez aisément scalable. C'est-à-dire que, certes, il peut y avoir des différences des pays à un autre, mais autant le droit des contrats français va être différent du droit des contrats au Royaume-Uni, par exemple, des compétences numériques, des compétences comportementales, des compétences entrepreneuriales, il n'y a pas de barrière de régulation à proprement parler. Donc c'est quelque chose qui, par définition, transcende les frontières et n'est pas strictement lié à un pays ou à un groupe de pays. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager les professions du droit à utiliser cette plateforme, à la faire vivre. On l'a développée, on ne l'a pas développée pour nous, on l'a développée pour le marché. On vous remercie pour les réponses à ces questions. Et au final, tout ça tourne autour un petit peu de la philosophie du juriste augmenté. Du coup, on va peut-être un petit peu plus s'attarder justement sur cette notion de ce qu'est le juriste augmenté. Justine, je ne sais pas quel est ton avis à ce propos. Alors moi justement, j'ai regardé une vidéo dans laquelle vous parliez de se réaliser professionnellement, de générer des idées justement dans l'esprit des étudiants et de leur donner la volonté d'aller plus loin. Finalement, est-ce que ça pourrait être ça la définition du juriste augmenté, selon vous? Alors, enfin, oui et non. Je m'explique. Un juriste, alors là encore, quand je dis juriste, c'est toute profession confondue, qui ne serait pas une personne curieuse, je pense, ne peut pas faire un bon juriste. Tel que nous, là encore, enfin tel que nous, au-delà de nous, le marché le définit. C'est-à-dire que un bon juriste, c'est quelqu'un qui, je le répète, doit être bon, compétent dans son domaine de pratique. Je sais pas moi, le droit de la concurrence, la propriété intellectuelle, le droit des sociétés. Bon, je vais pas faire toute la liste, hein, sinon on est jusqu'à demain ou ce soir. Ça, c'est non négociable. Nous, on fait un autre métier. Mais je vous le disais tout à l'heure, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, de très bons experts du droit, il y en a quand même un paquet sur le marché et même de gros paquets dans certains domaines de pratique. La différence, elle ne se fait pas là-dessus, elle se fait sur autre chose. Et elle se fait en particulier sur l'attention portée à son client, là encore qu'il soit externe ou interne, la compréhension de ses besoins, la qualité qu'on met dans l'accompagnement de son client. Et pour ça, il faut être à l'écoute. Et bien souvent, les personnes curieuses sont des personnes qui à la fois sont à l'écoute parce qu'elles sont ouvertes, elles ne sont pas enfermées dans leur bulle, elles ne sont pas enfermées prisonnières de leur technicité. Ça a été ça quand même, là encore historiquement, un peu la malédiction de beaucoup de juristes. C'est-à-dire que vous êtes formé à être un technicien du droit, moi je l'ai été, formé à être un technicien du droit. La technique vous rassure parce que si vous avez été bien formé, et si vous travaillez dans un contexte qui vous a permis de développer votre courbe d'apprentissage et d'être au fil du temps meilleur dans votre technicité, la technicité vous rassure parce que vous la maîtrisez. Le problème, c'est que dès qu'on sort de sa zone de confort, et donc pour un juriste, la zone de confort, c'est son expertise juridique, ça peut devenir déstabilisant, rendre moins à l'aise parce qu'on n'est plus dans la technique. Or, et ça vous pouvez discuter avec beaucoup de praticiens du droit, qu'ils soient en entreprise ou en cabinet, ça n'est plus, je le répète, je suis désolé, c'est un peu un mantra, voire une obsession, mais ça n'est plus suffisant. Il faut comprendre le business. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Il faut être capable de comprendre ce que veut dire la transformation numérique digitale des métiers du droit. Qu'est-ce que ça amène? En quoi ça peut rendre plus performant? Quels sont les dangers potentiels? Quels sont les risques? Quelles sont les limites? On ne décrète pas comme ça
l'implantation, l'utilisation de solutions digitales. Encore faut-il savoir pourquoi on le fait et mesurer s'il y a un gain de performance ou un gain en termes de création de valeur. Donc, pour revenir à votre question ou votre remarque, Justine, il faut être curieux. Ça fait partie des compétences comportementales. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on peut être curieux, mais pas transformer sa curiosité. C'est-à-dire s'intéresser à plein de choses, mais derrière, est-ce qu'on capitalise sur sa curiosité? Est-ce qu'on développe certaines compétences? Est-ce qu'on va jusqu'au bout, si je puis dire? Mais si on n'est pas curieux, ça c'est une barrière à l'entrée, si je puis dire, en termes d'augmentation. Donc, je ne vois pas comment un juriste non curieux, c'est-à-dire curieux d'autre chose que sa technique juridique, pourrait s'augmenter. Et alors, du coup, est-il possible de se former aux soft skills, donc les compétences comportementales dont on parle? Et si oui, comment pensez-vous qu'on peut se former à ces compétences? On se forme à toutes les compétences. Moi, je ne crois pas dans les compétences qui sont innées. Il peut y avoir des terreaux plus ou moins fertiles, c'est certain. Mais pour acquérir des compétences, il faut se former. Donc, c'est vrai pour les compétences juridiques, c'est vrai pour les compétences business ou entrepreneuriales, c'est vrai aussi pour les compétences comportementales. Après, il y a différentes façons de se former. On peut se former dans une salle de cours, on peut se former, alors qu'elle soit physique ou virtuelle, en ligne. On peut se former en travaillant par soi-même, en lisant, je reviens à la curiosité, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, sans faire un clin d'œil au passage, puisque là on est sur un podcast, en ayant des expériences associatives, à travers ses stages, à travers des séminaires, etc., etc. Donc, oui, bien sûr, il faut se former aux compétences comportementales, mais ça sera nécessairement des dispositifs de formation ou des contenus, des modalités de formation qui peuvent être différentes ou partiellement différentes des contenus de formation pour acquérir là encore, ce qu'on appelle des hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques. Mais oui, vous prenez, je ne sais pas, moi je vais prendre que quelques exemples. Le leadership, ça ne s'improvise pas. Après, on peut avoir ou pas envie d'être un leader. Oui, mais le leadership, ça ne s'improvise pas. Le fait d'être, la qualité d'écoute, ça s'apprend. Après, on a un tropisme, on a plus ou moins d'appétence pour l'écoute. On rencontre tous des personnes qui ne savent pas écouter, qui adorent parler. D'ailleurs, ils vont apprécier chez vous votre sens de l'écoute parce que vous n'avez fait que les écouter. Et à la fin, ces personnes-là, en général, vous disent « Ah, mais cette personne est très intéressante », même si vous n'avez rien dit, parce que vous avez eu la patience de les écouter pendant je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures. L'écoute, ça se travaille. La capacité de négociation, ça se travaille aussi. Le sens de la pédagogie, ça se travaille. L'empathie, ça se travaille. Donc, il n'y a pas de fatalité. Après, chacun peut avoir un caractère qui fait qu'on est plus ou moins ouvert à certaines qualités, à certains types de compétences. Mais c'est vrai aussi pour les compétences juridiques. Pour toutes celles et ceux qui ont fait des études de droit, moi je connais personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je connais personne qui s'est éclaté sur toutes les matières. Il y a des matières qu'on préfère à d'autres pour un certain nombre de raisons. Alors justement, Marie, qui travaille avec nous chez Jury Prédis et qui est étudiante au sein de la filière Business and Management, j'ai senti qu'au-delà de ses compétences juridiques, elle avait aussi un état d'esprit différent qui lui permet d'appréhender avec plus d'aisance les enjeux de notre legal tech. C'est pourquoi j'aimerais qu'elle s'exprime sur sa vision, qu'elle nous partage sa vision en tant qu'étudiante au sein de cette filière et en tant que stagiaire chez nous. Oui, bien sûr. Alors, la filière Business Law and Management, elle est très enrichissante parce qu'elle nous permet de développer diverses compétences et de mieux comprendre les enjeux des entreprises ainsi que ceux du monde économique qui nous entoure.
Parce que comprendre une loi et savoir l'appliquer, c'est bien, mais savoir la conjuguer avec les contraintes du monde de l'entreprise, c'est mieux. Et grâce à cette filière, nous sommes plus à même justement de communiquer avec les différents services d'une entreprise, par exemple. Et peu importe la spécialité d'un juriste, je pense que chaque juriste se doit de comprendre le monde qui l'entoure. Les normes juridiques, elles évoluent et plus généralement, c'est le monde du droit qui évolue. Monsieur Roquilly l'a à juste titre dit auparavant que le monde du droit évoluait et donc on se devait d'être en phase avec ce changement. J'avais déjà conscience que le monde du droit était en plein changement avant de faire mon stage chez Juriprédis et que les juristes de demain se devaient d'être dotés de compétences qui leur permettent justement d'être en phase avec ces changements. Mais en travaillant chez Juriprédis et en étant en contact lors de certaines missions avec des professionnels du droit, je me suis rendu compte davantage de l'importance de ne pas être simplement bon en droit, mais aussi d'être ouvert d'esprit et d'élargir nos compétences. Et comme le disait à juste titre Monsieur Roquilly, le stage, les expériences qu'on peut avoir tout au long de notre cursus, ça permet justement de développer ces compétences et ça nous enrichit tant sur le plan personnel que professionnel. Mais je pense que justement Lorraine, qui est également en stage chez Juriprédis et qui est une jeune élève avocate, elle fait partie justement des avocats de demain et je pense que le fait qu'elle soit justement en train de travailler dans une legal tech, ça montre aussi que les juristes de demain ne se cantonnent pas exclusivement au monde du droit, comme on pouvait l'entendre il y a quelques années, c'est-à-dire simplement aux compétences juridiques pures. Oui, ben, comme tous les domaines, le droit n'échappe pas à une mutation qui est fulgurante due au développement des nouvelles technologies. Et je pense qu'il est donc vraiment nécessaire de se les approprier et de pouvoir les maîtriser pour gagner en efficacité, mais aussi en productivité et en organisation. Et d'ailleurs, c'est ce que confirment les attentes des clients et le développement accru de la concurrence. La justice, elle est aussi en train de muter, de se dématérialiser petit à petit, on le voit même dans le contexte actuel. Et d'ici quelques années, les avocats devront pouvoir assumer ces mutations et s'y adapter. Le métier d'avocat, de toute façon, c'est un métier qui est fait de constante adaptation aux évolutions de la société, mais aussi aux grandes crises. Et les nouvelles technologies en font partie. Et travailler chez Juriprédis m'a montré qu'il y avait un panel d'opportunités et qu'on pouvait gagner en rapidité grâce au Legal Tech. On peut donc, en tant qu'avocat, se concentrer sur d'autres tâches qui seront plutôt techniques ou relationnelles avec les clients et ainsi asseoir une plus-value envers eux. Mais comme tu le disais à juste titre, il y a tout qui évolue et on peut se donner nos compétences peuvent donner de la plus-value justement à tout ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'on peut élargir le sujet justement en parlant de l'intérêt, l'avantage justement de s'intéresser aux legal tech et ce que peuvent apporter les legal tech. Parce qu'au final, les legal tech, ce sont des acteurs à proprement dit du monde du droit aujourd'hui. C'est un nouvel acteur, certes, mais je pense que ça apporte quelque chose à tout juriste. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas quel est votre avis, Monsieur Roquilly, à ce propos. Pour vous, qu'apportent les legal tech qu'est-ce qu'elles apportent au monde du droit? Déjà, moi, je ne saurais trop inciter tous les étudiants qui se destinent ou qui envisagent de rejoindre une profession du droit. Alors, a fortiori, quand ils sont élèves avocats, donc là, ils sont en train de frapper à la porte de la profession. Ils sont dans plus que dans l'antichambre, de faire des stages en legal tech, parce que je suis convaincu que c'est à la fois un moyen de voir la pratique du droit, ce qu'on utilise et ce qu'on va utiliser demain dans la pratique du droit de très près, donc de mettre, de toucher du doigt, si je puis dire, une réalité. Deuxièmement, c'est aussi intéressant parce que ça permet de se dire, voilà, si vous êtes élève avocat ou élève avocate, vous allez avoir une expérience en fait côté legal tech, donc côté fournisseur de services, de solutions digitales à destination des praticiens du droit. Bon, même si certaines legal tech font du B2C et pas du B2B, mais par rapport aux legal tech qui proposent au marché des services à destination des praticiens du droit, que ce soit des avocats ou d'autres métiers du droit, je
pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette expérience côté fournisseur, comme c'est aussi intéressant pour un élève avocat, par exemple, d'avoir une expérience côté client et donc côté entreprise et en particulier direction juridique. La troisième chose, c'est que autant je trouve que il faut, et d'ailleurs l'étude qu'on a réalisée le montre, hein, il faut un petit peu tuer le mythe du juriste codeur. Il ne faut pas penser que demain, le marché attend que tous les avocats, tous les juristes d'entreprise, etc., aient des compétences en codage. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En revanche, alors si certains savent coder, c'est très bien, c'est une compétence supplémentaire. Mais ce qui est attendu avant tout, et l'étude qu'on a menée le prouve, c'est la capacité à comprendre ce qu'est un code, comment des algorithmes fonctionnent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme avantage, comme opportunité, comme plus-value à quelqu'un qui exerce un métier du droit, par exemple en analyse de décision, en évaluation du risque. Alors moi, j'aime pas le mot justice prédictive, mais en anticipation de possibles décisions judiciaires, permettant de faire ensuite des choix. Est-ce que je vais au contentieux? Est-ce qu'on utilise un mode alternatif de résolution des conflits? Est-ce qu'on va vers la médiation? Parce qu'on regarde un petit peu quelles sont les tendances au niveau des juridictions. Donc comprendre ces algorithmes, comprendre ces codes, comprendre ces outils, en voir aussi les limites, parce qu'il y a toujours des limites, voir les risques, et puis ensuite être capable de les mettre en place dans sa structure, cabinet, entreprise, études notariales ou autre, et d'accompagner les équipes dans l'utilisation de ces outils, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a toujours un minimum d'appréhension face à l'inconnu, et en particulier face à des solutions numériques. Donc voilà, donc j'espère que je ne me suis pas perdu dans mes explications, mais il y a un vrai intérêt pour des jeunes, futurs juristes d'entreprise, futurs avocats, futures avocates, de comprendre ce que font les legal techs, qu'elles amènent au marché, d'avoir aussi un œil critique sur les solutions, parce que ça permet de les améliorer. Je suis tout à fait d'accord en plus avec ce que vous dites, dans le sens où les juristes de demain ne sont pas forcément des juristes codeurs, mais ça aide aussi beaucoup de travailler dans les legal tech. Par exemple, pour ma part, en travaillant chez Juriprédis, on comprend mieux, donc qui est un outil pour faire de la recherche jurisprudentielle. Ça permet aussi de comprendre comment sont faites, comment sont élaborées les bases de données et comment ça fonctionne, et du coup de faire aussi des recherches qui sont plus pertinentes et de mieux comprendre le fonctionnement, de pourquoi toutes les décisions ne sont pas en ligne instantanément, les progrès qui pourraient être effectués au fil du temps par la justice. Je trouve que ça donne un certain recul qui peut être utile, parce que demain, je pense que tout juriste est amené à travailler avec un ordinateur, et je pense que la recherche jurisprudentielle va beaucoup s'effectuer en ligne, si ce n'est pas déjà le cas maintenant d'ailleurs. Et pour votre génération, si moi je me projette quelques années en arrière, c'est vrai que la manière dont aujourd'hui on peut faire des recherches jurisprudentielles par rapport à ce que c'était il y a dans les années 90, même un peu plus tard, hein, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Et là où je vous rejoins aussi, c'est que rentrer dans comment des algorithmes ont été constitués pour analyser une décision de justice, un courant de jurisprudence, ça aide aussi, ça permet aussi de mieux comprendre la structure même d'une décision judiciaire. C'est quelque chose qu'on apprend normalement au début, c'est quand on commence les études de droit, hein, entre la majeure, la mineure, etc. Donc le fameux syllogisme juridique. Et là, il a vraiment une consistance, puisque les algorithmes vont être structurés de cette manière-là. Puisqu'il faut reproduire la décision judiciaire et comprendre pour quelles raisons elle a été rendue et pourquoi telles conclusions ont été données, et la décision va dans tel ou tel sens. Et à l'heure actuelle, selon vous, est-ce qu'il existe un fossé entre les avocats et les legal tech, justement? Et si oui, comment serait-il possible de le combler, à votre avis?
Ouais, je pense pas qu'on puisse donner une réponse générale parce que la profession d'avocat, elle est extrêmement hétérogène. Extrêmement hétérogène. En âge, euh, en structure d'activité, en type de pratique. Donc, peut-être que pour certains avocats, il y a un fossé par rapport au legal tech, ce que les legal tech représentent en termes de solutions à apporter aux praticiens du droit. Peut-être que dans certains cas, il existe un fossé qui est un fossé psychologique en ce sens où certains avocats pensent que les legal tech leur prennent le pain de la bouche ou leur prendront le pain de la bouche. Pour moi, c'est un faux problème, un faux débat. Et de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Donc, si certains avocats craignent que les legal tech leur captent une partie de leurs revenus, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Et une fois que les bonnes questions ont été posées, c'est apporter les bonnes réponses. Et puis, pour d'autres avocats, il n'y a pas du tout de fossé. Les avocats, moi j'en connais un certain nombre, travaillent quotidiennement avec les legal tech, utilisent leurs outils, proposent des améliorations, leur font des feedbacks, parce que ces cabinets ou ces avocats ont bien compris sur quel segment de leur activité, de leur chaîne de valeur, ces legal tech leur apportaient une valeur ajoutée. Voilà. Et puis vous avez aussi des avocats qui créent des legal tech. Certains avocats, vous les connaissez comme moi, sont à l'origine de legal tech. Et en revanche, ça c'est une opinion personnelle, je l'assume. Je pense que c'est une erreur de penser qu'une legal tech ne pourrait être créée que par un avocat. Non. En revanche, les legal tech ont besoin des avocats, ne serait-ce que pour faire progresser leurs outils et avoir je vous le disais juste avant, avoir des retours, avoir des feedbacks, des retours d'expérience. Donc, quand il existe un fossé, déjà, donc il n'existe pas toujours, et quand il existe, c'est soit par méconnaissance ou ignorance, et donc l'ignorance génère la crainte ou la peur de ce que fait une legal tech et de ce qu'elle apporte au marché. Vous avez parlé des craintes des avocats envers les legal tech. Il y a aussi certains avocats qui craignent une déshumanisation de leur profession. Est-ce que vous trouvez cela fondé ? Non. Enfin, vous savez, une crainte, c'est une perception. Une perception, ça ne peut pas se nier. C'est-à-dire que une perception, il faut en tenir compte, l'intégrer et la corriger. Là encore, c'est un peu l'image, j'ose pas dire d'Épinal, mais machine égale déshumanisation. Ça peut être le cas dans un futur extrêmement pessimiste, où finalement les machines remplaceraient les humains, y compris pour un certain nombre de rapports ou de relations qui demandent de l'empathie. Est-ce qu'une machine a de l'empathie ? Non, elle n'en a pas. Éventuellement, le programmateur de la machine a de l'empathie, ou n'en a pas. Mais une machine empathique, pour l'instant, ça veut rien dire. Ce sont les avocats qui font que la profession est humaine. C'est ce que les avocats mettent dans les relations avec leurs clients. Donc, un avocat qui ne prendrait pas aujourd'hui soin de ses clients pour lequel la dimension humaine serait secondaire, déjà, elle ou il n'a pas choisi la bonne profession, je pense. Et elle ou il fait fausse route. Donc, je vois pas, enfin, si c'est effectivement la crainte de voir les magistrats remplacés par des robots, de voir l'avocat dans ses conseils remplacé par un robot ou des algorithmes, non. Je veux dire, c'est que si je suis client et que j'ai une question simple, et qui peut être répondue très facilement, c'est oui, c'est non, et il n'y a pas de zone grise, ou alors la zone grise, elle est assez peu sophistiquée. Les chatbots ou les fax, ça existe depuis des années, avant même les chatbots. Donc vous avez telle question, voilà une réponse. Moi je me souviens, c'est vieux, ça remonte à plus de 10 ans, une quinzaine d'années.
Nous, on avait travaillé avec la direction juridique de Leroy Merlin à l'époque parce qu'ils voulaient mettre en place un intranet juridique. Et c'est assez révélateur de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui à une autre échelle avec des technologies qui sont beaucoup plus avancées. Donc ça, c'était la vision du directeur juridique de l'époque, qui était un directeur juridique, Pascal Melfoy, vraiment visionnaire, et qui était parti du constat suivant, mon équipe, son temps, il est accaparé en partie, voire en grande partie, par des questions qui sont récurrentes. Et plusieurs fois dans l'année, voire plusieurs fois par mois, si ce n'est plusieurs fois par semaine, les membres de l'équipe sont contactés par des acteurs de l'entreprise et on leur pose la même question. Donc, il y a quand même une perte de temps, donc il y a un problème de performance, et deuxièmement, il y a aussi un problème d'intérêt pour son métier. C'est-à-dire que si vous faites un métier et qu'on vous pose tout le temps les mêmes questions, au bout d'un moment, surtout si vous êtes destiné à faire ce métier pendant des années, vous allez vous lasser. Donc, c'était parti de ce constat-là. Dans un premier temps, les membres de l'équipe se sont dit, parce que les intranets juridiques à l'époque, il n'y en avait quasiment pas en France, on veut nous remplacer par une machine, par l'ordinateur, pour faire ça. Et tout le travail a été de leur expliquer que pas du tout, et qu'en fait, à partir du moment où les acteurs internes, par exemple un directeur de magasin, s'il a une question simple d'affichage de prix, de politique de prix, de rabais, de remise, de ristourne, la question est simple. Elle ne l'est pas toujours, mais si elle est simple et que ça mérite une réponse simple, ça peut être préformaté, mis à disposition. Il n'y a pas besoin d'aller, entre guillemets ou sans guillemets, déranger le juriste pour ça. Et de ce fait, le juriste, le membre de l'équipe, il retrouve du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée et qui sont donc plus intéressantes pour l'entreprise, pour la direction juridique et pour le juriste lui-même. Voilà, donc là, vous gagnez du temps pour faire des choses un peu plus créatives, pour vous projeter sur de nouvelles solutions juridiques, regarder un petit peu ce que fait le marché, ce que font vos concurrents, travailler plus en amont, être proche des commerciaux ou des directions opérationnelles, prendre le temps de voir quels sont leurs besoins, leur proposer de nouvelles choses. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long, mais donc, je vous livre cette expérience parce que ce qu'on a vécu à l'époque, c'est ce qui est vécu aujourd'hui à une autre échelle, d'accord, avec des technologies beaucoup plus avancées, plus sophistiquées. Ce sont les mêmes craintes qui s'expriment et je pense qu'on doit apporter les mêmes réponses. Maintenant, c'est sûr qu'un juriste dont le métier aujourd'hui serait d'apporter toujours la même réponse au même type de client, il a quand même des questions à se poser. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais il faut aussi se mettre du côté des clients. Un client, donc un usager du droit, s'il peut avoir une réponse très rapide, simple, peu coûteuse à une question qui n'est pas sophistiquée, c'est ce qu'il attend. Et le marché va lui apporter ça. D'accord? Et si ça ne plaît pas à certains avocats, voilà, c'est comme ça. En revanche, pour des questions, entre guillemets ou sans guillemets, plus sophistiquées, qui demandent de passer du temps avec le client, de comprendre réellement qui il est, ce qu'il fait, de quoi il a besoin. Peut-être que d'ailleurs, ce n'est pas ça dont il a besoin. Peut-être qu'il a des besoins qui ne sont pas identifiés et pas exprimés. Là, c'est là que l'humain trouve toute sa place. Mais si c'est pour dire, voilà, vous m'avez posé telle question, voilà la réponse, c'est ce que dit tel article. Bon, l'article, je ne vous le donne pas, vous n'avez pas besoin de le savoir, ça ne vous intéresse pas. Et c'est binaire, je ne sais pas où est l'humain là-dedans. L'humain, il est dans l'interface, dans la relation interpersonnelle entre un juriste, un avocat, son client, en tant que conseil. Il identifie, il aide à exprimer des choses, il accompagne, il apporte des solutions, etc. Voilà. Donc non, enfin je veux dire, en conclusion, j'ai peut-être été un peu long, mais ça ne déshumanise pas, je pense, bien au contraire, parce qu'on regagne du temps pour faire des choses à plus haute valeur ajoutée, où là, la relation interpersonnelle, elle est extrêmement importante. Je pense que vous l'avez bien fait comprendre et je pense que je peux dire qu'on est tous d'accord avec vous ici, le numérique, il est plus au service du juriste
plus que pour le remplacer complètement dans ses tâches, pour que l'humain reste présent dans la tâche juridique en elle-même. Donc pour terminer sur ce point de la crainte de la déshumanisation des professions juridiques par certains, je pense qu'on peut peut-être vous demander, pour clore ce podcast, si vous deviez donner un conseil ou dire une remarque de fin aux juristes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, désolé, c'est peut-être pas très original, mais bon, déjà, soyez solide sur votre pratique juridique. C'est comme un médecin, le médecin qui est augmenté ou le chirurgien qui est augmenté par la technologie, ça reste d'abord quelqu'un qui a une expertise dans son domaine médical. Ensuite, une fois que ça c'est fait, espérons-le, soyez curieux. Soyez curieux, ce qui veut dire que plus vous serez curieux, moins vous aurez d'angoisse ou d'appréhension face à des choses que vous ignorez pour l'instant ou qui sont éventuellement éloignées de votre culture. Parce que cette appréhension qu'on peut avoir face à la technologie, je pense que c'est aussi une appréhension qu'on peut avoir face aux autres, dès lors qu'ils sont différents de nous. Donc une autre culture, un autre parcours professionnel, un autre environnement économique. Donc être curieux, c'est se nourrir de plein de choses, de plein d'informations et de plein d'expériences différentes pour augmenter son propre niveau culturel, pour augmenter son comme dirait un acteur qu'on connaît tous, son awareness, pour être aware par rapport à beaucoup de choses. Et plus on est curieux, plus on a de capacité à être un peu une éponge. Ça ne veut pas dire qu'on va tout retenir, mais même inconsciemment, le cerveau va trier certaines choses et puis il va garder ce qui est utile à son activité. Parce que plus on a d'expérience dans un métier, plus on a des automatismes. D'accord ? Et plus on va avoir tendance à passer vite sur les choses dont on comprend très vite qu'elles ne seront pas utiles. Et puis, je le disais, comme une éponge, à intégrer les choses, les données qui vont être utiles. Donc, être curieux, se former. Alors, quand on est jeune, on comprend bien qu'il faut se former, mais même en étant moins jeune, surtout dans les métiers du droit, où l'obsolescence peut être rapide, si on ne se met pas à jour, ça, tous les juristes le savent. C'est le domaine d'ailleurs dans lequel il y a le plus de revues. Les revues juridiques, ne serait-ce qu'en France, il y en a pléthore. Il n'y a aucun autre domaine dans lequel, à ma connaissance, il y a autant de revues. Donc se mettre à jour, se tenir au courant, être à jour dans son domaine d'expertise. Et puis la curiosité sur les autres compétences, et en particulier sur le digital ou le numérique, être ouvert, comprendre ce sur quoi il faut être à jour en termes de compréhension. J'ai besoin de tel outil pour mieux faire mon métier et créer plus de valeur pour mon client et pour mon activité, pour ma structure d'exercice, entreprise, cabinet, etc., peu importe. Et je me tiens à jour. Et j'échange avec mes collègues, j'échange avec mes confrères, avec mes consoeurs, avec mes pairs. Ça, c'est aussi sortir de l'isolement. Mais moi, je vois beaucoup de praticiens qui... je trouve que les praticiens sont de moins en moins isolés. Il y a beaucoup de réseaux d'échanges. Si on prend les avocats au sein des ordres, dans certaines associations professionnelles, ou de manière non formelle. Donc, pour terminer, par rapport à la question que vous m'avez posée, vraiment pour les jeunes, les jeunes futurs juristes ou avocats ou jeunes débutants dans les professions, être curieux, ça c'est vraiment très important. Surtout si à un moment donné, vous avez envie de changer de vie professionnelle. Il y a quand même un certain nombre d'avocats et d'avocates qui déposent la robe au bout de quelques années, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises, mais c'est un autre débat, un autre sujet. Plus vous avez été ouvert à d'autres choses, plus vous allez trouver une autre voie dans laquelle vous épanouir professionnellement. Si votre seul credo, ça a été le droit, l'expertise juridique, la technique juridique, et puis à un moment donné, vous voulez faire autre chose, c'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Très bien, merci. Et pour conclure, on va peut-être laisser Justine Menu nous donner son petit mot de la fin pour avoir son avis sur tout ça. Alors, plutôt que conclure, ça serait peut-être reprendre de façon générale les points qui ont été abordés.
Donc, en résumé, pour comprendre les mutations qui s'opèrent dans le monde du droit, il faut concevoir que l'expertise juridique seule ne suffit plus pour aborder sereinement une carrière de juriste, qui doit faire face à de multiples challenges, comme s'adapter aux nouvelles attentes de ses clients, faire face à la concurrence et aussi appréhender les outils innovants. Monsieur Roquely développe entre autres des repères pour aider les juristes actuels et en devenir à aborder sereinement leur carrière avec un état d'esprit approprié. C'est assez crucial puisque, en fait, le changement ne doit pas être subi chez les professionnels et leur apporter des frustrations, bien au contraire. L'objectif est l'épanouissement professionnel. Il existe d'ailleurs de nombreuses opportunités qui peuvent permettre aux juristes de pouvoir s'épanouir et d'appréhender les défis qui les attendent dans ce monde qui évolue rapidement. Alors, ils peuvent tout à fait se saisir de ces dernières en s'appuyant sur les initiatives telles que celles proposées par l'EDEC Augmented Law, d'une part, par la formation et la recherche, et d'autre part, par la Legal Tech et par les professionnels de tout horizon, qui peuvent les aider, qui peuvent aider les professionnels du droit à se réaliser pleinement. Je vous remercie, Monsieur Roquely, et Marie et Lorraine pour ce podcast. Merci à vous. Merci beaucoup. Ravi d'avoir passé cette petite heure en votre compagnie. Merci beaucoup.